Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Et en direct d'un garde-robe quelque part à Saguenay, les trois injustes sont enfin réunis. Messieurs, bonsoir. 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 Je regarde la liste de sujets et je ne ferai pas de platitude ni de joke plate en introduction d'émission parce que je veux que ça aille quand même rondement. Pourtant, c'est un vendredi 13. Ouais, je sais, mais il y a tellement de choses. Tellement de choses. D'abord, ça fait un bout qu'on s'est pas vus les trois ensemble. En fait, moi puis Pat, on s'est vus un petit bout. Mais Alan, es-tu mort? Non, je suis encore vivant. Toujours vivant? Ah oui, moi, en vous voyant pas, puis ça m'a sauvé un petit peu les esprits, ça m'a permis de lire encore d'autres choses. Ça m'a sauvé les esprits. On s'excuse de nuire à ton esprit. Ah oui, comme si c'était toujours de notre faute. Ben oui, c'est ça, on nuit à son développement personnel. On s'excuse, Alan, de te... Vous peut-être régresser, mais c'est On te positif. ralentit. Ouais, vous On ralentissez. ralentit le groupe. On s'excuse, Alan, de te ralentir. Mais ça t'a permis de faire un peu de rattrapage, j'imagine? Ouais, toujours. Bon, exactement. Écoute, on va revenir sur notre voyage au Comic-Con de Montréal. Pat, on était là. Quelle belle fin de semaine, sérieusement. Une incroyable fin de semaine. C'était vraiment, vraiment génial. Puis je pense que les objectifs qu'on s'est donnés, on les a atteints. On s'est fait notre plaisir, je pense. Hein? On a fait comme le Comic-Con à l'envers des autres. Ouais, ben écoute, c'est le privilège d'avoir rencontré des auteurs québécois, de passer du temps avec eux autres, puis le reste, ça n'avait pas d'importance. On s'est comme créé notre Comic-Con sur pièce pour être sûr d'avoir du fun. On a assez d'expérience, toi puis moi, en plus qu'on a eu de l'expérience ensemble. Ouais. On a assez d'expérience dans le domaine des Comic-Con pour savoir que c'est à la pièce puis qu'il faut vraiment se concentrer sur les choses qu'on aime. Ouais, ben, il faut que tu choisisses plein de petits éléments parce que si tu arrives là puis tu dis « Ah, je découvre », là, tu vas avoir tellement la tête qui va te tourner que tu vas en oublier des sections. Tu vas être déçu sur certains Tu vas être trucs. déçu. Tu vas avoir dépensé 200$ dans un kiosque alors que tu vas te rendre compte que le gars, il vendait tout à 50$ dans l'autre. Oui, puis on n'était pas à la journée importante qui est celle C'est du ça. dimanche, c'est-à-dire celle où là, ils veulent débarrasser leur stock puis ils se mettent à faire des deals qui n'ont pas d'allure. Bon. Nous, on n'était pas à cette journée-là, donc il n'y avait pas vraiment grand deal à faire, on va se le dire. Là. Pas vraiment. Puis en plus, la visite, c'était pas ça le but. Non. C'était de prendre contact avec les gens qui étaient là. C'était triper avec les autres qui sont comme nous autres. Moi, je vais t'avouer, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré tout ce que j'ai dit dans les derniers podcasts sur les cosplayers. Cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il y en avait de belles qualités cette année. Ouais. Puis il y en avait des surprenants, puis il y avait des gens qui avaient été dans des trucs que tu vois pas souvent. Ouais, il là. n'y avait pas 28 Harley Quinn. Ben, en fait, oui, il y a eu 28 Harley Quinn, mais il n'y avait pas juste ça. Non, mais tu sais, juste le gars en Goldorak là, qui faisait C'était 9 fou pieds, là. raide, ça avait pas de bon C'était sens. débile. T'en avais qui étaient tellement ressemblants. La gang de Game of Thrones qui était avec la Fondation Charles Bruno. Là. Ah ouais, eux autres, c'était écoute, débile. là. je sais que les petits nains, ça court pas à rue de 1. Et de 2, les petits nains qui ressemblent à Tyrion, ça court encore moins rue. Là. Ouais, puis le team de X-Men, là, chapeau à cette équipe-là. X-Men, on a eu un beau moment, ça. Oui, chapeau à cette équipe-là avec leur générosité puis le fait qu'ils se laissaient là, embarquer avec tous ceux qui voulaient se faire prendre en photo avec eux autres. Là. C'était fabuleux. Je vais le raconter tout de suite pour pas l'oublier, OK? Puis je m'excuse, je fais une entorse à notre liste, mais j'ai vu probablement, puis moi je suis une grosse moumoune, OK? J'aime ça voir des belles choses. Puis j'ai vu un des plus beaux moments du Comic-Con pour moi, puis c'est niaiseux, ça a été cette jeune handicapée déguisée en Wonder Woman et la gang de X-Men Montréal qui sont occupés d'elle puis qui l'ont fait triper comme j'ai rarement vu quelqu'un triper. Ils ont pris une photo avec elle. C'était tellement... Tu sais, moi, là, de tous les super-héros qui étaient présents au Comic-Con, c'était elle, ma préférée. Là. Ah oui. Et puis, Elle a trippé. Ah oui, elle tripait. Elle était vraiment dedans. Puis eux autres avaient au fond embarqué avec. Là, tu sais, d'habitude, c'était une petite gang, parce que on les avait vus au fur et à mesure de la journée. C'était une petite gang de X-Men avec des gens qui se faisaient photographier. Puis le pauvre gars en prof Xavier qui bougeait jamais. Hey, pauvre lui, jamais. hein? J'espère qu'il n'a pas eu l'envie de faire caca. Je parce sais que pas, ça devait mais être lui, il compliqué. avait... Il est resté là pendant toute la il avait de journée. l'endurance. Ah, il est incroyable. Mais là, pour elle,
ils étaient toutes là. Il y avait une grosse gang autour d'elle. Chapeau, un beau moment de générosité. Ça a vraiment été un beau moment. C'est niaiseux à dire, mais ça m'a vraiment touché. J'ai fait comme, sais-tu quoi, ça sert à ça, un Comic-Con. C'est le fun de voir ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça touchant. Donc, salutations. Puis je sais pas s'ils nous écoutent, mais félicitations à toute la gang de X-Men Montréal. Puis on y reviendra. Évidemment, ça nous a donné l'occasion d'aller voir Ant-Man and the Wasp. Je pense que les trois, on l'a vu, donc on va pouvoir en parler. Et est-ce que j'ai besoin de vous avertir qu'il y aura évidemment des spoilers? Je m'en sers jamais, je vais m'en servir. Attention, spoiler alerte. Attention, spoiler alerte. Merci, PA. Donc, effectivement, il y aura des spoilers parce qu'on l'a vu tous les trois, puis on fera notre critique en temps et lieu. On parlera aussi du cinéma qui tente de nous refaire les années 80 avec des lignes du temps un peu compliquées. Il y a eu Terminator qui avait été annoncé il y a de cela quelques mois. Predator, la première bande-annonce est arrivée. Puis là, cette semaine, on ajoute Robocop, mais il y a une twist avec un réalisateur que moi, j'adore. Ouais. On va vous en parler, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va revenir sur les comics, les événements, le mariage de Batman. Je sais que Alan, tu as eu l'occasion de lire Batman Metal. On en avait parlé dans nos premiers podcasts, on reviendra là-dessus. Mais on va commencer avec Ant-Man and the Wasp. C'est quoi là? 20e film dans l'univers cinématographique de Marvel. C'est le 20e film dans l'univers cinématographique de Marvel. Et aussi, c'est le point où Kevin... Fidge. Mais lui, pour les Québécois, on va l'appeler Kevin Feige. On va l'appeler Monsieur Feige. Monsieur Beige. Monsieur Beige. Kevin Fidge. Lui, pendant plusieurs temps, il y avait... Appelle-les Fudge. Fudge. Monsieur Fudge. Ça me donne faim. Monsieur Fudge. On va oublier ce bout-là. Lui, là. Lui, il voulait avoir une série de films qui était plus pour enfants dans Marvel. Sauf que, tu sais, il sentait que ça allait sortir de ce qu'il voulait faire des projets et tout. Puis quand ils ont sorti le premier Ant-Man, il a vu son ouverture. Ça fait que si vous avez trouvé peut-être le deuxième un peu plus enfantin, plus poussé sur l'humour, là, il faut comprendre que c'était l'objectif parce qu'avec Ant-Man, ils peuvent se permettre de sortir des trames plus sérieuses, de faire quelque chose qui va aller chercher un public plus jeune. Et aussi, ils n'ont pas besoin de faire $1 milliard avec ce film-là. Ça fait que dès qu'ils vont chercher un 200-300 millions, ils sont au paradis. Puis je pense qu'on boucle aussi cette boucle qui a été ouverte avec Civil War. C'est probablement le dernier film qui va y faire référence, là, on fait j'espère, là, parce que là, les suites de Civil War, Black Panther, c'était ça. Là, Ant-Man and the Wasp, c'est ça. Ça nous permet de mettre tous les pions en place pour Infinity War qu'on a déjà vu, mais ce qui s'en vient aussi après Infinity War, c'est intéressant. Il en manque peut-être un peu, là, parce qu'on... Il manque Hawkeye. Il manque Hawkeye, c'est ça. C'est le seul là, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il était durant Infinity War, puis qu'est-ce qu'il faisait exactement. Aviez-vous des espoirs de le voir dans Ant-Man? J'avais un petit peu d'espoir, sauf que si on prend le fait que c'était cassé 2 bras puis il n'a pas pu faire grand-chose pendant plusieurs mois, Tu parles de l'acteur? Ouais. Ça fait que rendu là, ça pose problème. Mais avec le CGI maintenant, on peut te redonner des bras, on peut même les faire verts. Si tu veux. C'est ce qu'ils avaient fait dans sa comédie aussi. Ils ont fait des bras en CGI parce qu'il n'y avait pas le choix. D'abord qu'ils n'essayent plus d'enlever des moustaches, moi c'est la seule chose que je leur demande. Ouais. Parce que ça, visiblement, ils sont pas capables. Ouais. Mais des bras sont capables. Des bras sont capables. Donc, Ant-Man and the Wasp, par quoi on commence? Moi, je vais vous dire, ce que j'ai apprécié le plus de ce film-là, c'est le pas de méchant. J'ai adoré ça. Le méchant, en fait, le véritable méchant du film est celui qui est le moins sérieux. Oui, mais... J'ai adoré ça. C'est ça. C'est comme que je savais envoyé le lien avec l'article où la fille faisait comme elle représente un méchant qui est différent, une chose anticapitaliste. Pourquoi anticapitaliste? C'est juste une victime d'un accident scientifique. Puis elle a besoin d'un remède pour s'en sortir. Puis malheureusement, elle est sur le bord de crever. Puis ça y prend le remède tout de suite. Ça fait que tous les moyens sont bons pour y atteindre. Puis sans compter que le Shield, qui était Hydra, il l'a entraîné d'une drôle de façon. Ils l'ont pas entraîné en faisant comme t'as besoin de quelque chose, tue personne, va chercher, demande-les poliment. C'est une genre de Winter Soldier. Dans le fond, ils l'ont utilisé comme ils voulaient. Ben oui, c'est un Winter Soldier, mais en fantôme. Exactement. Ils ont profité de sa faiblesse, ils ont profité de ce qu'ils pouvaient leur... Parce que c'est là que Captain America, Winter Soldier, on voit le génie de ce film-là, quand on a comme transformé Shield en Hydra, avec toutes les petites... Tu sais, ça nous permet beaucoup de liberté scénaristique que je trouve intéressante, qu'on a bien apporté dans Ant-Man and the Wasp. Moi, le fait qu'il n'y a comme pas vraiment ou véritablement de méchants, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Moi, je pense que c'est à la fois aussi, là, comme le méchant qui n'en était pas vraiment un de Black Panther. Exactement. C'est une autre victime de quelque chose. C'est des victimes de la guerre, victimes de la science, etc. Puis c'est des gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Je l'ai adoré, là, c'était génial. Et dans le cas de... c'est peut-être moins vrai pour Black Panther, mais dans le cas de Ant-Man and the Wasp, on a enfin un méchant qui n'est pas le contraire du héros, tu sais.
Parce qu'on a eu ça dans le premier Ant-Man, on a eu ça dans Iron Man, on a eu ça, on l'a vu souvent, le modèle du héros et de l'anti-héros qui, dans le fond, sont deux faces d'une même pièce. Là. Ça, on l'a vu souvent. Là, j'ai trouvé on dirait que l'univers étendu, les 20 films permettent d'aller plus loin, permettent de prendre des raccourcis, permettent de ne pas développer, de se concentrer un peu plus sur les méchants. J'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai parce que là, tu n'as plus besoin de présentation. Exactement. Parce qu'ils perdent tellement de temps. Écoute, la meilleure référence que tu as faite, c'est en sortant dans le métro, tu disais, ça lui prend quelques minutes pour te présenter un méchant, alors que DC, avec leurs films, il leur faudrait 15 films pour être capable d'en présenter rien qu'un. Ben, c'est un peu ça. Justice League et Batman versus Superman, moi, c'est le gros bémol que j'avais, c'est qu'ils essayaient de faire 8 films dans 2. Ouais. C'était trop de stock. Mais aussi, le côté brillant, c'est au niveau du casting aussi. J'ai encore perdu le nom. Pourtant, j'adore cet acteur-là. C'est celui qui fait le méchant, le gars du crime organisé. Oh mon Dieu, écoute, là, tu me perds complètement. Richard, mais il y en a un autre qui a une tête de méchant. Je l'ai adoré dans Justify. Walter Goggle, quelque chose comme ça. Et je l'ai aimé dans plein de films du genre. Là, mais ce gars-là, je l'aime beaucoup. Puis, il est toujours très bon à faire des films. Moi, malheureusement, je l'ai vu en français. C'est que j'ai pas pu profiter de son accent. On l'a vu en français aussi. Moi, j'adore son accent anglais. Ah non, on l'a vu en anglais, nous autres. Je suis bien mêlé. Non, on l'a vu en anglais. Pour une des rares fois qu'on le voit en anglais, Ah non, je suis sorti du champ gauche. Désolé, c'est parce que je sors d'Hôtel Transylvanie 3. C'est ça, parce que ce gars-là, il joue toujours des méchants, hyper sympathique avec son côté texan, très redneck, de la façon qu'il parle. C'est qu'il n'y a pas besoin de présentation en tant que méchant au cinéma américain. Ça fait que tu prends ce gars-là, tu l'assis, tu lui donnes une allure décontractée, puis il fait comme, je suis le méchant. T'as pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est sa carrière, ce gars-là. Je suis content que ce soit lui, toi, que tu aies remarqué, parce que moi, c'était pas mal plutôt la... Ouais, moi, c'était plutôt la belle Ghost que j'ai remarqué. Ah oui, la belle Ghost. Jolie femme. Ouais. Puis même, écoute... OK, on crève l'abcès là? Ah oui, même Maman Wasp. OK, on va crever l'abcès là. Je dois d'abord me confesser. Alors, mon très cher frère, il s'est touché au cinéma? Non. Pas encore. Pas cette fois-là. Mais Michelle Pfeiffer, c'est mon premier kick dans Batman Returns quand j'étais jeune. Je pourrais dire que ma première levée du drapeau, c'est probablement fait avec Michelle Pfeiffer. Et j'étais content de la retrouver au cinéma. Et elle est encore tellement belle. Ah ouais. Quelle belle femme. Ouais, puis encore une fois, là, ils se sont donnés à cœur joie avec le CGI pour les rajeunir. Hein. C'était J'aime encore pas une fois... ça. Mais c'est pas grave, non, mais je trouve que ça fait sympathique. J'aime pas quand ça, même. ça paraît. Moi, ça me dérange pas. Non, j'ai pas... Mais le pire, je pense que ça reste quand même l'expérience de Jeff Bridges dans Tron, là. Ah non, ça c'était horrible. Il y avait le haut de la face qui bougeait pas, il y a que sa bouche qui bougeait, c'était horrible. Là, mais... Robert Downey Jr. en passant dans Civil War, c'était pas super non plus, là. C'était pas génial. Là, j'ai donné une chance. Il faut dire aussi que Michelle Pfeiffer a probablement subi plusieurs chirurgies depuis le temps. Là. Fait que mettons qu'elle a l'air d'un CGI tout court. Là. Fait que là, ça a peut-être moins paru. Non, mais crème. Elle souffre de la technique Jeannette Bertrand. Tu parles de lever du drapeau, puis après ça, tu dénigres. Mais non, mais c'est juste parce que... T'es l'enfer! Oui, mais elle est dans cette réalité-là. Mais non, regardons ça, fou. Bon, elle était belle. Non, elle était vraiment... Elle avait du charisme, puis c'était un foutu bon personnage. Et sans compter, on parle de Michelle Pfeiffer. Là, on va quand même donner ce qu'il faut à Evangeline dans le film Lily. Là. Ouais. Sérieusement, là... Elle s'en est remis de The Hobbit. Heureusement pour elle. Ouais, mais elle avait dit que le fait de s'être offrir un rôle pour The Hobbit, c'est ce qui l'avait gardé dans le cinéma, parce qu'elle était là, cassée, à bout, écœurée de Lost. Puis je la comprends parce que c'était incompréhensible. Lost, c'est un monde de fou. Ah, moi, je déteste ça, mais bon. Puis là... Ce n'était qu'un rêve, en plus. C'est ça, exactement. On n'a jamais vu ça. C'est comme Dallas, Christ. Puis là... C'était Dallas, au lieu de sortir d'une douche, ben eux autres, ils avaient pris l'avion. Mais c'est exactement la même affaire. La même affaire. Donc, elle a dit ça. Puis, t'as vu qu'elle a eu crissement du fun. Ah oui, puis ça paraît dans le film. Kick des culs, là. Non, ça n'a aucun sens, là. C'est vraiment génial. Un personnage génial. Puis on veut la revoir. C'est ça en plus qui était cool, c'est parce que ce film-là, il a été quand même s'il y avait moins d'action peut-être un peu que le premier, parce que le premier, l'action, on s'en rappelle plus à cause... il travaillait plus sur le monde minuscule, plus grand, ça fait que, tu sais, qu'il y avait les combats, il y avait toujours les transitions entre les deux, c'était super important. C'était impressionnant. Au niveau de la réalisation, c'était super bien fait, tandis que dans le deuxième, les séquences d'action étaient beaucoup plus axées sur le combat,
mais c'est pas Paul Rudd qui faisait ça, c'est pas Ant-Man. C'était tout de Wasp, puis tout ce qu'elle faisait, c'était incroyable. Qu'elle passait d'un bord en bord des vitres des chars, qu'elle flippait d'un bord, ça arrêtait pas, c'était incroyable. Puis t'avais Ant-Man de l'autre côté, que lui, il était le comic relief du film, là, Et parlons-en, c'est très, très rare que tu peux reprendre une blague d'un premier film et réussir à le garder drôle ou encore à pas avoir l'impression que tu fais « Ah, ouais, ils n'ont pas trouvé autre chose ». Mais Lewis, quand il raconte une histoire, moi, dans le premier, ça m'avait fait chier des tacs. Je trouvais ça très drôle. Mais dans le deuxième, en amenant Paul Rudd et Evangeline Lilly là-dedans, avec le délire où il est fait par... Puis il faut le voir en anglais, je pense, pour le rire encore plus. C'est toute leur... C'est l'attitude tellement drôle. Mais pas juste ça, c'est parce que... Mais j'ai trouvé super brillant la twist de mettre le sérum de vérité à travers de ça. Ce n'est pas un sérum de vérité. Mais oui, c'est un sérum de vérité. Non, ce n'est pas... C'est tellement innocent. En plus de ça, là, puis... T'as comme l'autre en avant qui... Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, ses chums sont à côté. Comme, ben là, tu l'as embarqué là-dedans, tu peux plus t'en sortir. Non, c'est terminé. Moi, Lewis, c'est mon coup de cœur. Et quand il raconte, grâce au sérum de vérité, puis qu'il part vraiment de loin pour nous expliquer ce qui s'est passé entre les deux films, de Civil War jusqu'au moment où il dit l'information qu'il veut avoir, j'ai tellement trouvé ça. Et de voir les deux acteurs se prêter au jeu, parce que dans le premier... si ma mémoire est bonne, on les voit pas dans ces séquences-là. Il parle d'un cousin qui a rencontré une cousine qui a rencontré un... Puis c'est des acteurs qu'on voit au fur et à mesure de ces séquences-là. Mais d'avoir les deux personnages principaux se prêter au jeu de faire ça, puis avec, comme tu l'as dit, Pat, les petites attitudes, puis « You know what I mean, man? » Puis écoute, c'est même dans le premier, c'est lui avec ses histoires qui avait présenté le fait que Spider-Man existait dans l'univers. C'est tellement drôle. J'ai vraiment... Puis tu sais, c'est rare que ce genre de punch-là fonctionne 2 films de temps. Ça, j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Tout comme la passe où Paul Rudd se prend pour Michelle Pfeiffer. Parce que dans le fond, Michelle Pfeiffer, en fait, Janet prend contact avec sa fille et son mari via Paul Rudd. Et c'est tellement drôle. C'est vraiment quelqu'un. Pourquoi je suis rendu ici? Qu'est-ce qui se passe? Puis il se rend compte qu'il tient à mettre Michael Douglas. Puis Michael Douglas qui la regarde avec les yeux pleins d'eau. Là, c'est tellement bon comme séquence. Mais tu sais, c'est ça. C'est parce que Paul Rudd est très bon sur les comédies. Je pense que Michael Douglas, il aime faire ces films-là qu'il ne veuille pas. Mais c'est un vieux cranky, puis il joue bien, puis c'est parfait comme ça. Hank Pym, je le veux pas d'une autre façon. Il y a du fun là-dedans, puis c'est ça, c'est que tout a marché. Puis même au fait que son régulateur fonctionnait mal, puis qu'il était pogné en semi-nain dans l'école, oui, c'est plus pour les enfants, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est génial. C'est le fun. C'est parce que tu ajoutes un degré de difficulté que je trouve que Marvel ajoute de moins en moins dans les pouvoirs de leurs super-héros. Tu sais, un moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait en sorte que là, il va pouvoir prendre des hits, il va pouvoir arriver quelque chose. Souvent, puis c'était le problème, je trouve, de Spider-Man Homecoming, il est invincible. Tout fonctionne tout le temps. Pas vraiment, parce qu'il en mange quand même une bonne. Là. Ouais, mais je sais pas, il manque ça. Mais dans Spider-Man Homecoming, aussi, un des problèmes, c'est que ils ont commencé trop vite avec la technologie de Stark. C'est direct en partant, ils ont voulu qu'il enlève son armure pour faire la bataille de la fin. Parce que s'il y avait son sou contre le vautour, le vautour mangeait une volée en 15 secondes. C'était fini, là, le saut prenait le contrôle, puis c'était terminé. Puis c'est un peu le problème de Iron Man. Plus les films avancent, plus je le trouve invincible. Tu sais, je veux dire, dans Infinity War, oui, il est cool à regarder. Oui, c'est nice. Oui, c'est le fun. Mais fuck, man! Il se bat contre Thanos, puis ça a l'air tough pour Thanos. Là. Effectivement, puis ça, c'est la différence avec Ant-Man. Alors que tous les héros ont plus des dilemmes moraux que des problèmes physiques parce qu'ils sont au top, puis ils sont vraiment en haut de l'échelle alimentaire. Ant-Man, c'est un cave. Oui. C'est pas le gars qui a un plan, là. Hein? C'est un gars qui subit. Oui. Puis il suit, hein. Il comprend pas tout, mais il est là. C'est ça, c'est pas un scientifique, il comprend pas ce qu'il y a à faire là-dedans, mais il a un bon cœur, il a un bon fond. Puis, en plus, il demande à sa fille, puis j'aime beaucoup toutes les hints comme de quoi que Cassie veut devenir Giant Girl, ça c'est super drôle. C'est nice, ça. Parce que, je sais pas si vous avez déjà lu les Young Avengers. Non, j'ai pas lu, mais j'ai entendu parler de cette Jimmy Chung avait dessiné ces séries-là, c'était vraiment incroyable. Là, la série où il avait fallu qu'il change le fils, le nom d'un des héros parce que c'était un Asgardian, puis il a décidé de s'appeler Asgardian, puis il était gay. OK, t'es pas obligé de tout nous rappeler. Tu vas peut-être pouvoir passer un tour sur celle-là. Mais son nom dirait 3 numéros avant qu'il y ait tellement de lettres qu'ils ont été obligés de l'enlever. Passons à la fin. Avant de tomber à la fin, c'est parce que c'est important de parler justement. Tantôt, tu sais que le personnage de Michelle Pfeiffer, Janet Van Dyne, avait pris possession du corps de Ant-Man de Scott Lang.
Parce qu'à la fin du premier, qu'il avait rentré dans le monde comme subatomique, qui était rendu comme dans le monde quantique, là, ils ont travaillé sur le fait que Jeannette avait été rentrée en contact avec lui puis avait créé un lien pour réussir à s'en sortir. C'est que là, on était vraiment rendu dans le monde quantique, puis là, le film travaillait beaucoup là-dessus sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, puis c'est toutes les ramifications qu'il peut avoir. Puis justement, c'est que là, on s'avançait là-dessus, puis là, tranquillement pas vite, on va avancer vers la fin, mais je vais te laisser continuer ton idée. Là. Ben, en fait, c'est que moi, je l'avais prévu dans les derniers podcasts, puis c'était ce que je pensais, puis c'était logique. J'ai réécouté le dernier podcast, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'on s'est complété, puis que j'ai fait, c'était exactement la fin du film. Ben, il faut que ce soit ça. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre avenue que de terminer le film avec du monde qui disparaît. Donc, qu'on rattrape les événements d'Infinity War et qu'on nous garde une espèce de clé ou une espèce d'as dans notre manche qui semble être Scott Lang, donc Ant-Man, qui est pris dans le monde quantique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Infinity War et ce qui s'en vient dans Avengers 4? C'est à peu près ce qu'on l'avait dit. C'est parce que veut pas, le monde n'a pas vraiment été effacé. Parce que ça, c'est quelque chose qui est certainement lié avec le Time Gem ou autre. Donc, si tu prends le gemme de la réalité, le Time Gem, tu mélanges ensemble, puis tu rajoutes les mathématiques quantiques là-dedans, tout devient possible parce que c'est la même réalité. T'es dans le même realm, là. Est-ce que, par exemple, on pourrait y aller d'une théorie peut-être plus simple, du genre que Ant-Man peut sortir du Quantum Realm et arriver peut-être avant les événements d'Infinity War? Oui, parce qu'il peut être warpé. Là. Il est plus à la merci de l'espace-temps. Donc, il pourrait arriver à n'importe quel moment. Effectivement, Interstellar nous l'a prouvé. Tant que t'aimes quelqu'un et t'es pas une réalité quantique, tu peux revenir n'importe où dans le temps. T'es terrible. T'es lourd. Égal MC Amour. Hein? T'es lourd. L'amour est le point d'ancrage dans toute réalité quantique. OK, enlevons toute la théorie d'Interstellar, s'il vous plaît, et gardons concentré sur Ant-Man. Est-ce qu'il se pourrait, vu que les photos qu'on a vues, par exemple, qu'on semble retourner à la bataille de New York en 2012, est-ce que Ant-Man pourrait arriver en plein milieu de la bataille de 2012 puis genre décider d'aller péter la gueule à Thanos tout de suite? Parce que est-ce qu'il pourrait arriver puis nous dire qu'il y a certains des éléments des autres films que c'est le fait d'Ant-Man qui a voyagé dans le temps puis dans ça peut-tu être ça? Est-ce qu'il va réapparaître avec mais qui va aller chercher? Machin, mais puis, pas juste ça aussi, c'est parce que si Jeannette a réussi à dire qu'elle avait quelque chose dans ce monde-là, puis en plus elle a même réussi à développer des pouvoirs à cause de l'énergie quantique qui était là, qui dit que tout ce monde-là est pour pogner dans une de ces réalités-là? Possible. Mais une chose est sûre, et ça j'espère que c'est vers ça qu'on s'en va, je vous fais une autre prédiction que j'espère va être... Je ne veux pas qu'on revienne au statu quo une fois qu'Avenger 4 va être terminé. Faut qu'il y ait des pertes pareilles. Non, mais faut qu'il y ait des choses qui aient évolué pareil. On a souvent parlé, j'ai souvent soulevé le point là, du Heroes Reborn. Là, hein. Moi, c'est ce que je vois avec l'univers quantique et les possibilités que ça ouvre. C'est pas juste du time travel. Là, hein. C'est une fracture, puis tu lâches le... Tu sais, je me rappelle pas le MCU, c'est quoi, mais tu sais, mettons que dans la bande d'essai, c'est 616. Là, hein. Il va y avoir une fracture, puis ils vont tomber dans le 926. Tu sais, il va y avoir quelque chose qui va péter, puis s'ils veulent construire les films, puis ils veulent se débarrasser de certains héros ou les rebooter, il faut qu'il y ait une cassure, puis qu'un autre univers soit créé, où ce que tu peux garder certains héros qui veulent continuer, ou d'en rebooter certains. Les gens sont-tu prêts à ça? Dans l'univers du cinéma? Je suis pas sûr. Tabarnak, ils ont rebooté 22 fois Spider-Man en 4 ans, puis on a trippé sur Homecoming. Oui, mais attention, là, il y avait rien de lié là-dedans. Là, tu vas faire avaler aux gens que le MCU qui suivent depuis 20 films, il va y avoir une cassure et qu'elle a deux... t'as peu, là. Hey, tu penses que monsieur, madame, tout le monde est prêt à accepter que Robert Downey Jr. pourrait mourir ou bien que Chris Evans ne reviendrait pas en Captain America? Si je me fie parce qu'ils sont pas dans le même univers? Si je me fie à la mémoire populaire par rapport à ces films-là, hein, comme Martin l'a si bien dit souvent, là, il y a bien du monde qui ne savent même pas que ces 20 films-là sont liés. Donc, ouais, ça c'est l'autre patente. Mais c'est une fin qui est intéressante. J'ai hâte de voir comment ils vont le sortir de là. Quand ils vont le sortir de là? Au mois de mars, on va avoir des bonnes réponses, j'ai l'impression, avec Captain Marvel. Il va sûrement y avoir une scène finale avec Captain Marvel qui va nous amener vers Avengers 4 et peut-être ce qui se passe avec lui. Aussi avec les pouvoirs, le range de pouvoir de Captain Marvel va certainement nous donner une couple d'indices plus ça. Mais là, j'espère qu'il n'y a pas juste un gros 2S Machina, par exemple, qui ne réglera pas tous les problèmes parce que c'est Captain Marvel, puis posez-vous pas de questions. C'est parce que c'est quand même...
une entité cosmique. Ouais, je comprends, là, mais il faudrait pas que ce soit la solution à tout. Là. Ils ont réalisé le film comme une semi-comédie, c'est que ça me surprendrait. Ouais, il faudrait pas que ce soit la solution à tout. Là. Ah non, je pense Genre, pas aussi. il y a une là. poule à Saguenay, Captain Marvel est capable de le régler, puis il y a des vaches qui volent, puis elle est capable de le régler. Tu sais, à un moment Même donné, Dieu peut pas régler ni de poule du Seigneur. exactement. Fait qu'à un moment donné, il faudrait avoir des limites. Ah, puis en passant, mention honorable à notre collègue qui est allé le voir avec nous, puis qui m'a fraîchement rafraîchi la mémoire. Il y a du eyeliner dans le Quantum Realm. Ce qui est quand même intéressant. Écoute, puis en plus, une autre affaire, c'est... Moi, c'est ma blonde qui nous sort ça. Elle dit, mais son espèce de petit saut de blanc, là, en dessus, il sort de où? C'était caché dans ses culottes en dessous de son armure. ça. Et l'autre question, c'est elle a mangé quoi? Ah oui. Ben, moi, je pense qu'elle a mangé des grosses bébites. Tu sais, les grosses bébites qui est là, t'en tues Ah, une de la bouffe pour 10 ans. Je pense que c'est ça. Je sais pas ce que ça goûte, là. Ça doit pas Ouais, être super mais, génial. ils ont peut-être des hippies, ils font Ah, peut-être peut-être. du lait. Mais on est en train de penser aussi sur quelque chose. Il y avait quand même Bill Foster dans le film. Oui. Oui. Là, vous voyez mes yeux de poisson rouge. Goliath. Goliath. Tu te rappelles pas le personnage le plus important? Oui, ok. T'as Vous déjà parlez lu... de Laurence Fishburne? Oui, t'as déjà lu Civil War. Oui. Tu te rappelles à l'époque, ils ont dit un personnage très important va mourir et que là, le clone de Thor est arrivé, il a tué Goliath, puis tu tournes la page, tu fais comme. Là, tu prenais ton cellulaire, tu faisais. Goliath. Wikipédia, C'est Goliath. Ok, c'est comme la Écoute, on ne savait même pas qu'il y avait un nouveau Goliath à ce moment-là. c'est comme la femme de Langdon Tedman, là, Soudibni. Soudibni est morte. Who fucking cares? Tu sais, on avait tout hâte de voir qui, un personnage très important, et puis tu sais, ça va être Goliath. Mais tu sais, il y avait quand même un côté intéressant. Il devenait une autoroute là, dans Old Man Logan. Oui, c'est vrai, dans Old Man Logan, il est là. Mais en passant, Laurence Fishburne, on le voit plus assez, ce gars-là. Je l'aime, moi, comme acteur. Moi aussi. Il a engraissé, là, mais je l'aime. Ah, il était super bon dans Man of Steel. Il paraît Bon. qu'il reviendra pas. Non? Non, Pourquoi? mais possiblement parce qu'il n'y aura pas de deuxième. Hey, vous êtes Tu penses- terrible à tu ça. penses- Vous tu êtes penses- fatigués. Tu penses qu'il n'y en aura pas d'autres? Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Ben, Henry Cavill, il paraît qu'il a vraiment pris goût à la moustache, puis lui, puis s'en débarrasse. Ça a l'air que maintenant qu'il est attaché avec Mission Impossible, il est aussi bien de pas lâcher. Ben, surtout avec les reviews qui ont sorti là, de Mission Je Impossible. les ai pas vus encore. Ça a-tu de l'air bien? Ben, ça frôle le 100%, puis ils disent qu'il n'y a jamais eu un Mission Impossible qui la cote de proche. Oh, et déjà que moi, je trouvais que le 3 était solide et pas à peu près. Là. Le dernier qui avait sorti était incroyable. C'était super bon. Mais en fait, à part le 2, quelle Mission Impossible est pas bon? C'est ça, à part le 2, À part le 2, là, qui n'existe pas. qui tripe sur sa moto puis qui a de l'air genre néo-gothique, je sais pas Non, trop. mais c'est là. parce que ça, là, c'était John Woo qui s'était fait embarquer C'était dans un trip projet de marde. qui voulait rien savoir, puis il a mis tous ses clichés à lui. Ah, c'était vraiment un trip de merde, sérieusement. Quel mauvais film. Mais une chance que Abrams, le sauveur de franchise, a pu remettre ça sur les rails. Non, mais J.J. Abrams, j'ai hâte de voir dans 2 ans, c'est vraiment un sauveur Ben, j'ai espoir. Hein, Oui, il ramène moi aussi. Lando Calrissian pour le tuer. pour le tuer. Brady Williams qui va devoir perdre une coupe de livres. Hein? Puis il va peut-être se faire facelifter. Il doit avoir la même médecin que Michel Pfeiffer. Ça va y prendre. Il là, paraît même. que la seule séquence que tu vas le voir, il va te coucher sur le côté sur un lit, puis il va faire Oh, Chico, Oh, gars! oh. Il va s'être transformé en Jabba entre-temps. OK, on revient sur le Comic-Con de Montréal. Ça, c'est le moment où on peut mettre Alan sur mute. Fait que ça dérapera pas. Pauvre petit Alan. Tu peux faire du téléphone, Alan. On te donne la... va jouer dans un coin, là, puis on va te rappeler quand les grands garçons vont avoir fini. Non, mais revenons sur le Comic-Con de Montréal. D'abord, félicitations, chapeau à tous ceux qui sont dans l'organisation de près ou de loin. C'est jamais des choses qui sont... Je le sais, là, regarde, de par mon métier, je suis dans l'organisation d'événements. C'est jamais facile. Non. OK, gérer ces affaires-là, c'est jamais facile. Puis ceux qui ont eu des critiques sur les annulations, sur le type d'invités, j'en fais partie. Là. Moi, je trouve toujours qu'il n'y a jamais assez d'artistes de comics. Mais c'est pas évident non plus. Non, c'est Booker pas une évident. programmation. Regarde, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a toujours place à amélioration. Oui. Je sais pas si par courriel, tu as reçu le sondage. Oui, je l'ai reçu. Je l'ai pas Moi, rempli je l'ai encore. rempli. Je l'ai rempli, Ok. puis j'ai dit que... T'as été honnête? Oui, j'ai été honnête. Puis j'ai même fait mention à la fin qu'il n'y a pas beaucoup de place au comic. Et ça m'a fait... Mais en même temps, puis-je leur donnais tort? Parce que ça m'a fait de la peine de voir des tables d'artistes quand même reconnus vides. Vides. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment de place parce qu'ils sont pas là avec un studio, avec une gang en tant que telle. Non, mais c'est qui? C'était Conway qui était là? Jerry Conway, oui. Comment ça se fait que ce gars-là, je l'ai vu tout seul trop longtemps? Mais
C'est inexplicable. Là. Puis t'as vu ce que je t'ai envoyé sur notre groupe interne où il y a des Américains qui ont dit « Hey, allez-y à Montréal, il n'y a personne d'un fil pour les comics, puis c'est génial, on peut parler avec les artistes. » Puis oui, c'est cool, mais c'est un peu gênant aussi. Ouais, mais tu sais, à quelque part, là, il y a une époque du comic, il y a diverses époques du comics. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent plus à tout ce qui est l'univers cinématographique, toutes ces affaires-là. Puis tu arrives avec un gars qui est en partie auteur et créateur de Spider-Man, puis d'un paquet d'affaires, puis que, tu sais, c'est plate, mais il y a plein de monde qui ne savait pas c'était qui Jerry Conway. Je peux-tu juste vous poser une question comme ça? Je ne sais pas si vous avez vu les tables où étaient les acteurs de Gotham. Il y avait du beaucoup dans ces coins-là. Ah oui, c'était plein. C'était plein. Alors, on a répondu justement la génération de Netflix et Show TV. Tu sais, Gotham, ça fait 4 ans que ça vire. C'est pas des acteurs qui avaient fait de quoi avant aussi, qui étaient très connus. Ah, puis le petit Batman, là, il est mieux de profiter de sa popularité, là. Parce qu'il va retourner à la même place que Tom Welling, lui, là. Comment elle s'appelle, là, la fille qui était dans Deadpool? La fille qui était dans Deadpool, qui est dans Gotham ah, aussi. Oui, elle était là. Bakary, quelque chose. Elle avait l'air tannée, elle. Elle avait l'air tannée, je l'ai pas Elle vu. avait l'air tannée, puis un petit peu moins souriante, contrairement à un paquet d'autres actrices qui étaient là ou d'acteurs qui étaient là, qui étaient hyper généreux. Puis du monde qui tripait, là. Imagine-là une fille qui est cute, là, qui se fait prendre en photo par des gays, comment tu dois te faire pognasser dans ta journée. Ouais, non, ça doit être... Tu dois être à bout. Moi, j'aurais 2-3 gardiens de sécurité si j'étais ça. Tu dois être à bout. Puis j'ai pu voir Pamela Anderson quand même de proche. Ah, moi, je l'ai pas vu. Quand elle est arrivée, je suis allé la voir, genre, juste dans le côté. Puis là, c'était écrit pas de photo. Mais je me suis quand même, tu sais, juste placé dans le côté pour voir. Puis vieille. C'est à cause des photos en 16K qu'on peut pas prendre en photo. Hein. Ah oui, parce qu'on va tout voir. Tu vas l'agrandir puis tu vas voir que c'est pas beau. Il y a tout un monde atomique là-dedans. Tu hey, il y a une civilisation complète. Fuck, on voit les pixels. Mais sérieux, là, je l'ai juste vu un peu, mais je te dirais que... En fait, je te mentirais si je te disais que j'ai passé beaucoup de temps dans les allées où il y avait les vedettes de télé puis de cinéma. Là. On les a entendus quand ils les appelaient. Là, mais... Écoute, moi, c'est dans la dernière heure, quand t'attendais après ton sketch... Oui. Que j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a l'allée des vedettes. Oui. Là, je suis allé me promener des temps. Là, j'en ai vu plein. Puis j'ai dit, hey, wow, un tel. Mais, tu sais, quelques observations. D'abord, oui, tu sais, les programmations ressemblent de plus en plus, puis semblent être orientées de plus en plus vers les shows télé, vers les YouTubers. J'ai vu des tables de YouTubers, de monde que je connais pas, là. Tu parles de ça, justement. Le Sagui qui est ici en fin de semaine. C'est juste ça, là. Il y a un YouTuber qui est là, puis il y a une équipe du e-sport qui est là, féminine. Ouais. Je te pose la question. Puis, je sais pas si on a le droit de le dire. Pour les juger parce qu'on fait un podcast, ouais, mais ça, c'est pas grave. Non, mais je sais pas si ça se pose comme question, mais comme on a un médium qui nous permet d'être quand même assez libre, puis, regarde, c'est pas une critique, là, puis je veux pas que ça soit mal interprété, mais j'ai l'impression que ces événements-là se féminisent. Beaucoup. Et avec ça, les choix de programmation changent. Ben, c'est sûr, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est comme... Tout événement qui un jour se démocratise à quelque part. Mm-hmm. J'ai employé un beau grand mot. Oui, c'est beau, non? Je trouve ça beau. Je te donnerais même un morceau de robot pour ça. À ce niveau-là, c'est important qu'il y ait une part féminine dans ces événements-là. Parce que, prends par exemple les premiers Comic-Con qu'on a fait. Te souviens-tu du premier Montréal Comic-Con qu'on a fait? Montréal, non, mais... Oui, écoute, c'est là qu'on avait... C'était un garde-robe. C'était un garde-robe, c'était tout petit et il n'y avait que des mecs louches, avec des boîtes puis des valises. Des valises qui roulent, remplies de comics, je me souviens de ça. Qui étaient là. Et s'il y avait une fille pour 25 gars ou pour 50 gars, c'était beau. En ce moment, tu te promènes et tu vois plein de parents, plein de femmes, plein de jeunes filles, plein d'enfants qui trippent parce qu'ils ont des héroïnes, parce qu'ils ont des personnages de manga ou d'anime ou quoi que ce soit qui trippent. Puis ces gens-là peuvent enfin faire sortir toutes leurs tripes. Mais ça amène des choix de programmation qui sont différents. Ça amène à des choix de programmation qui sont différents. Les shows télé que moi j'appelle les shows pour floune. Oui, mais en même temps, ça amène de vouloir faire des compromis. Ouais, mais ta place puis la nôtre dans tout ça. Moi, ça me dérange ma pas. Place, de toute façon, ma place à moi là, est de musée, là, vous me le dites tout le temps. Donc, OK, fait que... t'es punché, là. Le plus vieux musée possible, s'il vous plaît. Donc, sortant de mon musée, moi, je considère que ma place est encore là parce que j'ai eu du fun. Ah oui, mais c'est pas ça que je remets en question, Pat. Je te dis juste que, mettons que je te mets aux commandes de la programmation, là, à voir ce qu'on a vu comme personne qui était là, ça oriente tes choix, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est sûr. Puis plus tu vas faire des choix orientés vers les gens qui s'y présentent, moins tu vas attirer ceux qui n'y viennent plus parce que tes choix sont différents. Mais à quelque part, il faut que
t'ailles avec l'air du temps. Ben exactement. Je pense que tu as le bon point là. Puis ce qui rapporte de l'argent. Écoute, tu sais... Si Jerry Conway, c'est vide, la section qu'il y avait là, pour tout le gaming... c'était fou raide, hein? Hey, écoute, c'était fou il était raide. fucking bien installé. Puis, je vais reprendre la réflexion, encore une fois, d'un éminent collègue qui nous a accompagnés lors du voyage. Je ne veux pas le nommer, je ne veux pas y faire de pub. Mais... c'est sûr, je vais avoir un message après ça. C'est sûr, je vais savoir exactement quand est-ce qu'il l'a écouté. Mais c'est 10 minutes. Je vais avoir un message. C'est sûr, je vais avoir un message. Mais il me faisait la réflexion suivante. T'sais, c'était fou de voir des gens faire la file pour aller jouer au Xbox. Oui, c'était quoi? C'était quoi, hein? Écoute, moi, là, il y a un kiosque qu'on passait tout le temps en face parce qu'il était pas loin de celui de Lunac et de Michel Falardeau. C'était à quoi qu'il jouait? J'en ai aucune pour idée. Faire autant de fils. Écoute, je me demandais pourquoi il était là. On dirait que ça me surprend pas de lui qui est surtout pointé le fait de faire de la file pour jouer la Xbox. Ça avait été la PlayStation 4, il aurait pas c'est juste normal. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce que il faut pas oublier qu'il y avait quand même le démo du Spider-Man. Oui, ça, il y avait plein d'autres choses, Alan, de jeux qui existent. Écoute, puis il y avait la gang de Tomb Raider avec les Tomb Raiders, les nombreuses Lara Croft. Les belles Lara Croft. Oh mon Dieu! Il y avait beaucoup de belles Lara Croft. On n'a pas d'événements, puis tu sais, le E3 était quand même pas si longtemps que je vous en avais parlé, puis on n'a pas d'événements comme ça au Québec. Ça fait que mettre une grosse section où ce que le monde qui tripe sur les jeux vidéo peut avoir, c'est brillant parce qu'on n'en a juste pas. Effectivement. Puis ces gros studios-là qui ont d'importants développeurs au Québec, on le place en tabarnouche là-dedans. Tomb Raider, s'il y avait autant de monde, possiblement, c'est Square Enix, là, c'est quand même un gros studio qui essaie de pousser beaucoup. Puis en même temps, si on est pour les attirer, ces studios-là, il faut toujours bien montrer que ça nous intéresse. Il faut toujours bien avoir de l'intérêt et de la place pour ces choses-là. Il y avait rien pour Assassin's Creed? J'ai pas remarqué. C'est bizarre. Il y a un gros qui sort au mois d'octobre, puis c'est Ubisoft Montréal qui travaille là-dessus. Moi, je m'en souviens pas. J'ai été drôlement surpris d'un kiosque de bas de barbe à carte Costco, mais bon. Comment? Tu l'as pas vu? J'ai vu le kiosque aussi de produits pour barbe. Oui. Moi, le kiosque de produits pour barbe, il m'a pas dérangé. Non, mais c'était correct, parce mais c'était bizarre. Mais les barbus sont geeks. Oui, je sais, mais ça fait partie de la culture geek, les barbus. C'était spécial. Avant qu'on l'oublie, il faut saluer Monsieur Dion. Ah oui, Dion, Michel Falardeau. Écoute, et tous les la gang de Lunac. Moi, j'ai rencontré Nicon Richon. Écoute, incroyable. Quelle bande sympathique. Et anecdote, les injustes, maintenant, on a maintenant un fait d'armes. Oui, un fait d'armes. On a appris à Jake Dion en direct, en fait, je lui ai appris qu'il avait atteint finalement sa cible pour le roman graphique de Alice. Écoute, ça a été une réaction spontanée. Il s'est levé dans les airs, les deux mains, tout, bang, bing, bang. Il était content. D'abord, il croyait pas. Il a fallu que j'y monte sur mon téléphone pour le convaincre. Ça nous a valu de superbes sketchs. Ah oui, écoute, on a été comblés par ça. Gâtés, c'est le mot, là. J'étais pas là, puis le sketch que j'ai eu là, pour ma BD sur l'asile de Saint-Iscariote, c'est incroyable. Ah non, elle est superbe, cette dédicace-là. Un gars tellement tripant, généreux, généreux, le fun. Là. Ah ouais, en fait, je vous dirais, là, quand je suis rentré dans le Comic-Con avec vous autres, là, je me suis perdu, je me suis retrouvé super loin dans plein de kiosques que je savais pas c'était quoi, pour retourner vers Lunac, croiser Michel Falardeau et rester avec pendant... Ah, t'es resté un maudit bon bout avec? Au moins 40 minutes avec. Oh, facile. Là, même lui, il jasait, puis à côté, il y avait un autre gars, puis il y avait Nico Henrichon qui faisait une dédicace à l'autre gars, et on était nous quatre, et on jasait en même temps, et ce privilège-là d'être là avec les auteurs. Moi, je leur ai dit, le fait d'avoir rencontré Michel, d'avoir rencontré Jake, après ça, Nico Henrichon, c'était de triper. Puis moi, j'étais comblé. J'avais pas besoin de rien d'autre. Notre Comic-Con était fait à partir de ce moment-là. Le reste, c'était du bonus. Là. Le reste, là, de croiser des splendides cosplays, des gens sympathiques. Là, faire quelques trouvailles. Oui, exactement, des trouvailles, de tomber sur des BD que tu dis « wow ». Comic Hunter, juste saluer la gang de Comic Hunter qui avait assurément l'un des plus beaux kiosques. Là. Oui, puis surtout une variété d'affaires que tu disais « tabarnouche, ils ont amené ça ». Ah, ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Puis, écoute, Comic Hunter, c'est probablement une des meilleures gangs dans ce genre-là. Ah, leur kiosque était sincèrement fou raide. C'était vraiment intéressant. Puis, écoute, moi, les sketchs, quand je suis arrivé, je suis allé te voir, tu étais avec Michel Falardeau. Et il était en train carrément de te faire une autre BD dans ta BD. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Il était en train de me faire une page complète. Aucun bon sens. Là, il me regarde et il dit « je me perds un peu là, en jasant, tout ça. » Il dit « D'habitude, je fais pas de décor. » Mais il dit « Il y a personne, t'es-tu pressé? » Non? OK, c'est bon, je continue. C'était délirant ton affaire. C'était vraiment là, une page au complet. Ah, c'était super, super nice. Donc, on a bien trippé sur nos Québécois, puis c'était le fun. Moi, je me suis fait faire une magnifique Alice.
J'en voulais une avant que le roman sorte. Donc, une des premières que je peux afficher chez nous puis dire, garde, celle-là, je l'ai eue quand ils ont su que le projet avait le feu vert. Fait qu'elle a une place particulière chez nous. Là. C'est normal. Dans mon salon, je l'ai fait encadrer. J'ai même pas écouté ce que ma blonde m'a dit quand je l'ai posé sur le mur. Je sais même pas si elle est d'accord, en fait. J'ai juste entendu peut-être qu'elle disait c'est super cool ou encore décroche ça de là, calice. Mais j'ai pas entendu, là. Je l'ai mis sur le mur. J'étais tellement content. Juste en dessous de notre poster de mon print de Sean Murphy qu'on est allé faire dédicacer. Puis honnêtement, j'étais comblé. C'était parfait. Puis très, très, très belle expérience. Puis Alan, sincèrement, il va falloir que tu sois avec nous l'année prochaine. Là. T'as pas le choix. T'auras pas le choix d'être avec nous l'année prochaine, c'est sûr. Puis si t'es là l'année prochaine, là, on se trouve un petit coin, même si c'est pas officiel, puis on s'enregistre de quoi, là. Ah oui, exactement. En direct là-bas, Moi, c'est ça que cool. je pensais, là, réussir à essayer de faire une intervention. Ça là, serait cool. injuste, là. Mais salutations à la gang des Mystérieux Étonnants qui nous ont name-droppé dans leur podcast. Oui, exactement. C'est vraiment apprécié, les gars, parce que vous êtes plus big que nous autres. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Je savais que j'ai écouté leur podcast, puis des remerciements. Je me disais que Dia a fait qu'il a pris le temps de te remercier à cause de ce qu'il avait annoncé à la nouvelle. C'est vraiment cool. Tu sais, ça veut dire que tu disais qu'il avait trippé qu'est-ce qu'il avait annoncé, ben c'était vrai. Oui, c'était très vrai. Puis écoute, les gars sont super sympathiques. J'ai rencontré Benoît, entre autres, qui est dans les Mystérieux Étonnants, puis on a eu une belle petite conversation. Puis, tu sais, c'est un milieu qui est tellement différent. Moi, je suis habitué de faire de la radio professionnelle dans le sens où on est tous compétiteurs et on veut tous s'arracher à la tête ou presque. Dans le milieu des podcasts, j'ai pas mal l'impression qu'il y a une plus belle confrérie. Je suis content de savoir ça, qu'on s'écoute tous un peu puis qu'on se parle quand on se voit. Ça, j'ai trouvé ça cool, honnêtement. C'était une belle introduction, je pense. Oui, puis je pense que la culture geek, là, avec la conversation qu'on a eue avec Jack, là, c'était incroyable. Là. On aurait pu faire un épisode là, un segment là avec lui. Puis, tu sais, on aurait pogné le téléphone pour faire jaser à Alan. Là. Puis, tu sais, on aurait été capable de clencher la même expérience de conversation, de sujet fou qui nous fait déborder comme en ce moment. Exactement. Donc, chapeau à tout le monde qui sont de près ou de loin dans l'organisation. C'était super chapeau. Le fun. Et on ne lâche pas pour le projet d'Alice. Le 120% est presque atteint. Puis Oui, effectivement. Puis, écoute, je peux pas croire que ça va être 2020. Là. On dirait que je réalise que ça va être 2 ans, finalement. J'étais tellement... Comment je peux dire, excité par le projet. Là, j'aimerais l'avoir dans mes mains là. Mais c'est ça. Mais en même temps, il faut laisser le temps. Ça va te laisser le temps de découvrir Jake Dion puis ramasser ce qu'il a fait. Lire ça. Là, je suis là-dessus. Là. J'ai du rattrapage à faire, effectivement. Revenons un peu au cinéma. Terminator, c'est en chantier. Predator, la première bande-annonce est sortie. Et cette semaine, on apprend qu'un des réalisateurs que j'aime le plus, je suis un peu déçu par contre qu'il s'en va sur une franchise. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Neil Blomkamp s'en va sur Robocop. Et là, c'est une suite de Verhoeven de 87. Fait qu'on oublie celui de 89, 92, le deuxième. Il est sorti au début des années 90. Ouais, début des années 90. Fait qu'on oublie le 2, le 3 et le reboot de 2014. Il n'y a jamais eu de 3. Ouais. Le 3, hein? Il vole dans le 3. Écoute, le jetpack, là. Les deux samouraïs, il était déjà en chess aussi. Les samouraïs, man. Les samouraïs robots. Les samouraïs avec la mâchoire carrée. Le sourire qui ne c'était mauvais, ça. Ça, c'était vraiment mauvais. Le deuxième a une place particulière dans mon cœur. Je sais que c'est pas le préféré de bien du monde, mais moi, je l'avais apprécié pareil. J'avais trouvé ça quand même sympathique. C'était dans... Comment je pourrais dire? C'est dans l'air du Robocop premier. était bleu. Ouais, il était mauve. Il était comme mauve et bleu, là. Il était bizarre. Mais il a toujours été bleu, quand même, Robocop. Il était gris dans le premier. Mais dans BD puis dans le look, ouais, ils mettent du shine, bleu, ils mettent toutes sortes de... Même dans le dessin animé qu'il y avait pour les jeunes, il était gris. Ouais, mais bon. Mais lui, Verhoeven, on va s'entendre, c'est un classique, tu touches pas à ça, il est merveilleux. Quand ils l'ont rebooté en 2014, je serais curieux de savoir ce que vous en aviez pensé. Mais nous autres, on aimait ça. Nous autres, on avait été le voir au cinéma ensemble. On a trippé. Puis on a eu du fun parce que l'approche était différente. Il y en avait fait une machine qui était beaucoup plus efficace, sérieusement. Il pouvait jumper 25 pieds dans les airs. Mais il était connecté avec tout, là. Puis surtout qu'il avait travaillé sur le côté que son côté humain, ils ont voulu le conserver. C'est pour ça qu'il avait gardé sa main droite humaine, comme ça, qu'il serrait la main au monde. C'était un bon flash. C'était comme ça. Il gardait un contact humain, qu'il arrêtait quelqu'un ou serrait la main à quelqu'un. Mais sauf que le problème, c'est qu'il y avait toujours son côté humain qui contrecarrait son programme robot. Puis là, il avait décidé d'enlever son côté humain, puis d'essayer que la machine prenne le dessus. Puis là, c'était voir qu'est-ce que ça donnait. Il était rendu super efficace. T'sais, il a fait dropper le crime de 70% une semaine et demie. Là. Mais moi, je suis déçu de ne pas voir une suite à cette itération-là. Surtout la fin où il arrivait avec son look. Plus Verhoeven, son look plus classique. Moi, j'avais bien apprécié ce Robocop-là. Dans les reboots, c'est pas le pire. C'est pas le meilleur qu'on a eu, mais c'est pas le pire qu'on a eu. Là. Michael Keaton avait été excellent en plus dans le film. Dans un poste
sens de méchant. Et toute la logique de, justement, ce que tu viens d'expliquer, tu sais, doit-on laisser l'apport humain? Mais là, on se rend compte que, dans le fond, l'apport d'humain, c'est pas infaillible. Exactement, c'est parce qu'il s'était rendu compte que quand il faisait ses tests de tir, la fraction de seconde que l'esprit humain a par rapport à émettre un jugement, le ralentissait sur ce qu'il faisait. C'est qu'il avait décidé de déclarer, puis sans compter que ses souvenirs sur sa mort et haut créaient un backlash aussi, ce qui fait qu'il pouvait planter. Là. Bref, c'était pas une machine parfaite. Exactement. Mais on voulait garder l'humain parce qu'on disait que le robot c'était trop froid, qu'il voulait avoir un contact. Moi, j'avais vraiment aimé ce film-là. Maintenant, si on veut faire une suite, puis si on veut qu'elle soit efficace, qu'elle ne soit pas un reboot comme celui de 2014, il va falloir que le film se passe dans les années 80. Parce qu'un robot aujourd'hui, avec l'Internet, la connexion... C'est Neil Blomkamp. Ça va se passer en Afrique du Nord en 2032. Il va y avoir une invasion extraterrestre pendant que l'élite de la société se bâtit une plateforme spatiale pour se sauver. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je veux voir un film qui va se passer dans les années 80, dans l'univers de Paul Verhoeven. Je veux juste pas qu'il fasse un Chappie 2. Non, mais ça, il peut pas faire ça. Parce que, tu sais, il a déjà travaillé justement sur le côté humain-robot. Tu sais, il a fait un Johnny Five Robocop à peu près avec Chappie. Oui. Il peut pas revenir là-dedans. Il peut pas revenir là-dedans, mais sans compter que là, on est vraiment au niveau de l'ébauche. Là. C'est que il s'enligne sur quoi? Vous savez que les films, là, ils sont capables de faire de 18 ans et plus. S'il veut faire une suite logique de ce film-là, ils n'ont pas le choix de respecter ça aussi. Ah non, il faut qu'il soit dans l'univers... Quand je te dis qu'il faut qu'il soit dans l'univers de Paul Verhoeven, ça implique aussi le gore. Puis ça veut dire... Faut que si on veut suivre qu'est-ce qui devait être normalement les scénarios là, par rapport au BD que Frank Miller avait écrit sur Robocop, ben écoute, c'est gars. L'interminable série. Je veux-tu passer un podcast sans parler de l'interminable série de Frank Miller de Robocop? Je suis pas capable. Hein? Mais la violence inouïe qu'il y avait là-dedans. Oui, au 8 bois. Puis toute la critique sociale que Verhoeven avait remarquée avec son film, avec les fausses pubs, avec les gens, avec la consommation, tout ça. Tu sais, c'était insane. C'est ça qu'il faut. Puis tu sais, Neil Blomkamp nous a prouvé qu'il est un maître dans l'art des robots technologiques. De la science-fiction en général. Puis des personnages robotiques à apparence humaine. Tu sais, c'est lui qui les a amenés. Mais c'en est un autre qui est dans la lignée de ce qui va pas à Hollywood, dans le sens où les Steven Spielberg, George Lucas de notre époque, là, les Christopher Nolan puis les Neil Blomkamp, si on leur donne pas un projet avec un gros nom, sont pas capables de sortir du lot. Ben, l'affaire, c'est ils sont pas capables d'avoir un film culte. L'affaire, c'est que lui, il est sorti du lot en faisant ses propres projets. Il s'est fait backstabber avec son idée d'un prochain Alien. Tu sais, faut-tu les coller toujours sur des franchises? Parce que, tu sais, Nolan, moi, je l'aime bien, là, son Batman, là, mais ça a pris ça pareil pour qu'il décolle Inception, là. Ça a pris ça, là. Ça marchait pas de même dans les années 80. Ouais, mais si en même temps, ça lui apporte quelque chose pour après ça, qu'il ait la possibilité de faire un paquet d'affaires personnel à eux autres, puis qui trippent de temps en temps. Faisons le lien avec les comic books. Faut-tu que tu aies écrit Batman ou Superman ou te mettre ça à la map? Ou tu peux avoir, tu sais... Mais c'est parce que là, l'affaire, c'est que c'est un choix que tu fais. Ben, c'est un choix que tu fais, puis tu sais, Neil Blomkamp, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Non, parce que je pense que District 9 dirait qu'en partant, elle avait mis ça à la map. Ouais. Oui, mais c'est pas à la hauteur d'un Spielberg, mettons. Là. Je veux dire, mais si on se promène dans la rue, il n'y a pas grand mais là, tu sais, regarde. Non, mais ça dépend. C'est parce que Spielberg, il est généraliste. Oui, mais il s'est mis sur la map avec ses propres films. Il n'a pas attendu après une franchise. Puis même si tu parles de ça, Jaws, quand ça s'appelait son film de poursuite, le premier qui est sorti, là, tu sais, Duel. Il n'y avait pas 800 millions de personnes qui avaient vu ça. Là. Non, mais le reste, c'était des idées originales. C'était pas... c'est ça qui manque. Neil Blomkamp, là, les 4 films qu'il a sortis, c'est tous des idées. Il n'a jamais sorti un film de franchise. C'est même lui qui fait ses propres scénarios. Puis ces 4 films traitent toujours de son pays d'origine, l'Afrique du Nord, puis les problèmes sociaux qu'il y a là-bas. Je vois pas pourquoi tu essayes de dire... Non, je suis déçu qu'il aille vers la franchise. Parce que c'est un des rares qui nous faisait du stock original. Parce que l'affaire, c'est que... Je pense que tu prends le problème dans le mauvais sens. Explique. Tu vois que Blomkamp, c'est un geek comme nous autres qui tripe sur un paquet d'affaires. Il n'a pas réussi Alien. Est-ce que c'est possible que ce soit lui qui soit allé chercher Robocop? C'est très... Mais c'est juste que n'importe qui peut faire Robocop. Pas nécessairement. Mais lui, quand il fait des trucs originaux, il me fait triper. Là, il va me sortir du réchauffé. C'est ça que je trouve dommage. Je trouve que c'est une gaspille de talent. Dans le sens où j'aurais préféré voir un nouveau film
avec quelque chose de complètement nouveau avec lui. Le problème, que ça. là, c'est que là, il va être réalisateur. Parce qu'en plus, ils ont été chercher le scénariste qui a écrit le Des nouveau... premiers, hein? Ils ont été chercher le scénariste qui est en train qui a écrit le nouveau Terminator qui est en tournage. Là, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, ce film-là. Et ça, c'est l'autre affaire aussi. C'est que l'autre lui, affaire, ça fait que là on s'embarque que oui, on a un grand réalisateur, mais peut-être que le scénariste, c'est une dôme aussi. Ah, ça, là. c'est très possible. Et là, il faut comprendre aussi que les gens... Et ça, c'est... Bon, Marvel nous a prouvé qu'on pouvait prendre un raton laveur, le faire parler puis faire de l'argent avec, là. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que les gens vont véritablement comprendre là où on s'en va, dans le sens où là, oublier le 2 puis le 3, oublier le reboot, là, c'est une suite du premier. Là, pour Terminator, c'est un peu la même mécanique. Oublier le premier... en fait, prenez le premier puis le deuxième, oubliez les autres, on revient... Mais là, c'est parce que le point, ce que ça commence à faire mal, c'est parce que tu prends quelqu'un qui a 25 ans, là, ouais, Terminator 2 puis Robocop 1, C'est loin, là. ben, il les a même pas vus, c'est sorti avec Soyez au monde, là. Ah, c'est loin, là. C'est dans très loin, ça fait pas partie de sa culture, là. Non, c'est très loin. Puis en plus, j'ai souvent remarqué que du monde de son genre, plus que tu leur fais écouter Robocop 1, ils vont faire, ouais, c'était correct le film. Ils vont faire les effets spéciaux puis les effets sonores, parce que les guns des années 80, là, il y avait des Et ça sons de garochait, marde. hein? Ah non, j'adorais ça. Ça Ah, mais les pistolets qui faisaient des coups à écho, tu sais, il n'y a pas un gun qui saute de même dans la vraie vie, C'est pas là. grave, c'était cool. On s'en fout. C'était Non, mais cool. tu sais, nous autres, on a grandi avec ça, on est habitués, mais quelqu'un qui est habitué avec les films de nos jours, il tombe avec ça. Tu sais, c'est comme quand t'écoutes un vieux western des années 70, le bruit des pistolets, Ah, là, ouais, c'est... c'est clic-clic. J'en ai encore écouté un hier. C'est clic-clic. Tu sais, c'est ça, c'est que là, on se ramasse, c'est une génération de personnes qui connaissent pas ces films-là, ils veulent faire des suites, ça, c'est comme... Pourquoi tu essaies de faire plaisir à du monde qui ont 40 ans et plus, que ça leur intéresse pas que tu brises leur classique? Mais tu veux garder un lien. Dans le Oui. sens où, tu sais, on reconnaît que le premier Robocop, on reconnaît que Terminator 1 et 2, ce sont des classiques qui vieillissent bien, qui sont encore aujourd'hui Ouais, plus Terminator qu'acceptables. Non, mais je veux dire, l'histoire est là. Ouais. Tu sais, la genèse est là, là. Tout est là. Donc, en faisant une suite directement à ces deux-là, ou au premier Robocop, par exemple, on élimine toute la cochonnerie et la dompe qu'on a fait dans les années 90 et 2000, où on a juste voulu faire du cash sur un nom, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que... Pourquoi faire ça? Regarde, X-Men l'a fait il y a pas si longtemps que ça. Avec Days of Future Past. Tu sais, et en fait, on va éliminer Brett Ratner. Puis comme je l'ai déjà dit à l'époque, à chaque fois que je check ma vidéothèque, là, tabarnak, je l'ai encore, ce film-là. Tu sais, Il est là. tu sais, il est là. C'est que même si tu fais ça, n'importe qui a le coffret avec la trilogie des Robocop, là, même s'ils font une suite du ça de 1987, il va quand même avoir son Robocop 2 puis Robocop 3, ce qui vole. Puis je veux même pas imaginer en Blu-ray à quoi ça ressemble quand il vole. Tu vois le corps alentour, c'est là, c'est terrible. sûr et Ah, certain. c'est- ouais. C'est terrible, terrible, terrible. Ah, Honnêtement, ça a ouais. vraiment mal vieilli en plus. Hey, je veux qu'on ait du temps pour parler de nos derniers sujets. Très, très rapidement, le mariage de Batman, ça se passait dans le numéro 50 de la présente série Rebirth avec Tom King qui est à la tête depuis le début de Rebirth. Dire en affaire. là. Le chat pas voulu se mouiller. Bon, on l'a tous venu à. Tu sais, je m'étais. On l'a tous vu venir, pas faire de mauvais jeu de mots. On s'était tous fait, je pense, à l'idée que ça pouvait peut-être marcher. Mais ça peut pas marcher. Moi, je m'étais dit, peut-être que ça va marcher. T'sais, un peu comme le fils de Batman, où je voulais rien savoir, puis finalement, je trouve que c'est un personnage qui est super cool. Je m'étais dit, peut-être que le personnage est rendu là. T'sais, il va être marié à Selina Kyle, un peu comme on l'avait fait avec Clark Kent puis Lois Lane, puis je me disais, peut-être qu'on est rendu juste là, puis que ça va donner de bonnes histoires de les voir travailler en duo, puis de les voir dans une vie mariée. Mais je pense qu'on s'est rapidement rendu compte, ça devait être le plan de Tom King depuis le début, que le personnage de Batman, si on veut qu'il fonctionne, il peut pas être heureux. Il peut pas avoir d'attache. Puis elle, en même temps, bon, ça va toujours être quelque chose vers lequel il va vouloir essayer de réparer les pots cassés, on Parce sait que jamais. c'est une vilaine, veut pas. C'est une vilaine bonne déjà vilaine. l'idée de mariage. Tu suis Batman, là. J'ai remarqué des sollicitations là, de ce mois-ci et autres, là, que Catwoman a reparti une nouvelle série à Oui. 1. Dans le fond, c'est un lien avec ça, ça veut dire à qui de Gotham, là. J'en ai aucune idée de où est-ce qu'elle s'en va. Là, on est dans une histoire de clone là, dans son numéro 1, je l'ai lu. Là. Mais on a vraiment fait une grosse campagne de pub. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à la suite du mariage, à la suite du non-mariage, on va dire ça comme ça, commencer la nouvelle série de Catwoman. Donc là, je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais on a fait un point d'honneur, puis on fait réaliser au lecteur dans le numéro 50 que Batman, pour continuer sa lutte contre le crime, pour continuer de faire ce qu'il fait,
il ne peut pas être heureux, donc il ne peut pas avoir de vie familiale C'est parce que normale. l'abstinence le rend agressif. Exactement. Le souvenir de se remémorer sa peine. Un peu comme Captain Kirk. I need my pain! Il a besoin de ça pour faire son personnage. Hey, je t'ai fait une référence de Star Trek 5. Là. Ouh! Cherchez-en des références de Star Trek 5. Il n'y en a pas tant que ça. Je vous le dis, là, ça court pas les rues. J'ai changé de religion après ce film-là. Oui. Et je vais derrière le frère de Spock depuis ce jour-là. Depuis ce temps-là. OK, fait que c'était juste mon petit accrochage sur le mariage de Batman. Hey, on va finir avec nos poisons. Je sais qu'on voulait parler de métal un peu, mais peut-être juste rapidement, Alan, t'as-tu aimé ça finalement? Ben, c'est pas que j'ai pas aimé ça, c'est que j'ai trouvé ça particulier. Parler de Batmanium en étant un métal, tu sais, c'est comme, OK, t'es 70 ans plus trop tard pour faire une référence à l'adamantium dans l'univers de DC. L'idée du multiverse inverse, je trouve ça bon. qu'il y a peut-être 52 univers qui existent à l'envers, c'est pas si pire que ça. La façon qu'il a approché Barbatos, déjà qu'il y a un nom de marde, c'était particulier. C'était un barbe à papa, ça? Ça, c'est le gros méchant. C'est le gros c'est une grosse chauve-souris avec un gros cloak, puis qu'on sait pas trop c'est quoi son objectif dans la vie. Moi, j'ai toujours aimé un vilain que son objectif, c'est de détruire tout, puis que plus rien n'existe. C'est que si plus rien n'existe, même toi, t'as plus de raison d'exister. Puis au pire, là, si tu veux que plus rien n'existe puis ta vie te fait chier à ce point-là, tu tweets tout seul. Mais c'est des nihilismes. Écoute, tu vas dans Là, le t'es pas assez néant. profond. Là. Non, OK. exactement. Là, il te manque un Mais bout, c'est là. ça, Tu mais nous as sauf pas que... parlé, t'es supposé être devenu plus profond. Oui, on t'a laissé du temps pour être plus profond. OK, mais sauf que c'est ça. Parce que là, la série est arrivée, puis... Finalement, ils ont mélangé plein d'univers ensemble. Batman, finalement, là, hein, si tu prends les histoires que Sandman, parce que Sandman est le libraire du DC Universe maintenant. Yeah! Ouais. Mais tu sais, pour moi, il s'est chicané avec Lucifer, puis il voulait plus y parler, là, c'est qu'il est devenu libraire. C'est que... Je sais pas trop, là. Pas que tu sois en retard, par exemple. Hein? Ouais. Mais c'est ça, c'est particulier. Puis, tu sais, c'est parce que Batman est comme devenu un point d'ancrage dans le Dark Universe, parce que le Batmanium est lié au gène de Batman, ce qui fait que dans l'univers zéro, lui, c'est comme un pilier qui peut ouvrir un portal pour laisser tous les méchants rentrer puis détruire l'univers. C'est quoi ça, le Batmanium? C'est dans l'ADN de Batman. C'est le 7e métal, C'est je le pense. 7e métal. Les parce que... Bitichloriens? Oh, c'est genre... Puis, tu sais, les bracelets de Wonder Woman sont un faits métal. c'est le 8e métal. C'est ça. Après ça, t'en as un sur le 9e métal. Puis là, t'as Hogman qui était mort, qui est devenu le gardien de la forge de l'univers, que lui, il est le gardien du 10e métal. Puis à partir du 10e métal, tu unlock le skill Rob Liefeld, puis tu deviens avec des armures blanches mongoles. Puis là, tu deviens super boosté parce que t'as des armures de Rob Liefeld. Ouais. Mais c'est un peu ça. N'empêche que, C'est louche. as-tu eu le TP de tous les Batman? Oui. Ah, ça, celui-là, c'était génial. C'est ça. Moi, j'ai le prélude, OK. plus le... Parce que ça, c'était génial. Tous les Batman dans leur propre univers, les décisions qu'ils ont prises pour que ça vire tout croche. Là. Ils ont tué le méchant Flash, mais il est encore dans la série principale. Ouais. OK, pose pas de questions. Hey, on va finir avec le poison. Qui veut commencer? J'en ai plusieurs, c'est que je vais vous laisser y aller. Ben non, vas-y donc. Non, vas-y. OK. Ben là, fais-nous ça quand même rapidement. Ouais, je vais faire ça. Je vais en faire une couple assez rapidement. Juste pour dire que de Batman de Dark Prince Charming de Marini, wow. de Delcourt a été complété. Le deuxième tome est sorti il y a 2 semaines. Ça, c'est un instant classique. Là. Je sais qu'on l'a déjà dit avec White Knight, là, mais si sauf que vous avez pas ça... Là... C'est vraiment du pur hors-série de DC. De un, c'est un auteur français. De 2, c'est publié par Delcourt, mais c'est DC quand même qui le distribue. C'est que vous pouvez l'avoir soit en français ou en anglais, il n'y a pas de problème, parce que l'auteur est francophone. Et c'est génial. Sérieusement, la twist que dans cette histoire-là, la petite fille qui s'est faite kidnapper pour le Joker, puis où est-ce que ça s'enligne enfin, puisque tu fais comme shit. Ah, que c'est bon. C'est vraiment, c'est vraiment, tellement vraiment bon. Sérieusement, l'art est... En fait, si vous avez jamais lu de Batman de votre vie, là, ça serait une très bonne BD à aller vous acheter juste pour curiosité, puis vous allez triper. Effectivement. Vous allez vraiment triper. Vous n'avez pas besoin de continuité. L'art de Marini est vraiment génial. Superbe. Moi, j'ai réussi à finir Man of Steel de Bendis. Je l'ai pas fini encore. Je vais laisser Martin le finir. Je vais le faire lire à Pat aussi parce que je veux sérieusement qu'on en parle plus longuement dans le prochain podcast. Parce que c'est le premier travail de Bendis. De Bendis chez DC. Aussi, il y a une nouvelle comme de quoi que Batman One Night qu'on a tellement adoré, on l'avait dit qu'elle allait être le premier titre chez White Label. Black Label. Sean Murphy a confirmé qu'en 2019, qu'elle allait sortir en cover, mais non censurée. Il y a eu de la censure? Ça a l'air qu'il y a une version mature qui existe de cette BD-là. Oh!
Fait qu'Harley Quinn, elle swing Jack Napier. Ouais, je sais pas si Batman va sucer Jack Napier à un moment donné, Ouais, là, il mais y a de quoi. Ouais. il va y avoir quelque chose Donc, de ce trash qu'on quelque dit aux part. gens, c'est garochez-vous peut-être pas sur le premier TP qui sort en octobre. Effectivement, mais si vous voulez découvrir, oui, parce que je veux pas un TP de main, c'est pas super dispendieux, mais c'est parce qu'il l'a annoncé en 2019, mais quand est-ce que ça va sortir, là? Ouais, ça, c'est l'autre question. C'est l'autre question. Mais mon vrai coup de cœur, là, hein, c'est bizarrement, moi, c'est ce soir, je checkais dans ma bibliothèque, puis je suis retombé sur une BD que Pat m'avait vendue en 2008. Fait que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans de ça, effectivement. C'est une BD Sherlock Holmes de Cécile et Brunswick. C'est une bande dessinée francophone. Il y avait juste 2 tomes là-dedans. C'était quelque chose qui avait été sorti one shot, les deux en même temps. Tout avait été imprimé. Dans le fond, l'auteur avait décidé de travailler sur Sherlock. Il faut connaître un petit peu Sherlock Holmes pour avoir lu ses histoires pour réussir à savourer la BD. C'est que lui, il prend le fait que après la mort de Sherlock Holmes en 1891, dans les chutes de Reichenbach, il avait affronté Moriarty. Sauf que ça, c'est un combat que jamais personne n'a vu. Effectivement, il n'y a pas de témoin. Jamais personne n'a jamais vu Moriarty aussi. Puis bizarrement, Watson avait été envoyé sur une mission à côté pour qu'il soit certain d'arriver en retard. C'est quelqu'un est arrivé là, Sherlock qui était plus là, puis il a cru comprendre qu'il était tombé en bas. C'est que là, tu pars à partir de ce point-là, puis c'est lorsqu'il se rend compte que tout son héritage a été donné à Mycroft, que là, le monde commence à se poser des questions, puis ils font des recherches, puis à un moment donné, ils se rendent compte que Mycroft a tout pris les recueils de Sherlock, puis il est tout en train de détruire ce qu'il a fait de sa vie. Puis Watson, c'était le gars qui écrivait ses histoires. Puis dans BD, tu te rends compte que finalement, là, hein, Sherlock, quand Watson s'est marié, puis il a rouvert son cabinet de médecine, lui qui était rendu plus souvent tranquille, puis qui avait plus le temps d'avoir un challenge mental, ben, il était retombé dans sa dépendance de cocaïne parce que Sherlock, n'importe qui l'a lu, sait que quand il s'ennuyait, il prenait de la coke. C'est qu'il en a tellement appris qu'à un moment donné, il a commencé à se créer des illusions. Puis dans ses psychoses, il avait commencé à se créer son némésis, Moriarty, qui n'a jamais existé. OK, c'est intéressant. Mais ça, c'est tout dans la bande dessinée. C'est tout dans la bande dessinée, exactement. Puis là, finalement, là, tu te rends compte que dans ce dernier moment de lucidité, il a décidé de se suicider sur comme un semi-cliffhanger, en espérant que Watson sorte une dernière histoire en le laissant toujours en héros. Mais il avait compris qu'il était un déballage total, sauf que par rapport à Moriarty qui existait vraiment, il y a toute une twist aussi qui s'enligne là-dedans. Fait que c'est toujours disponible, ça? Ça doit être dur à trouver vu que ça a été sorti de de 10 ans. Ça doit être dur à trouver, mais il y a toujours moyen de moyenner. OK. Puis répète-nous, c'est? Ça s'appelle vraiment Sherlock Holmes, c'est de Cécile et Brunswick. OK. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous êtes un fan de Sherlock, toujours possibilité. D'ailleurs, j'en profite de notre micro pour dire que tu n'as pas encore vu la série de la BBC avec... Ouais, sacrilège. Honte à avec toi. Cumberbatch. Donc, si tu n'as pas encore vu ça et que tu te prétends être fan de Sherlock, ben laisse-moi en douter. Il est-tu baveux? Cela étant, Monsieur Pat, votre poison. Ben, écoute, moi, quand je vais dans un Comic-Con, j'ai une kryptonite personnelle et c'est les BD d'Alien. Oh. J'en ai tellement. Des fois, là, je regarde mes trucs et il y en a que j'ai acheté 2 fois. Et pourquoi c'est toujours la même affaire, hein? Le alien pet, puis il y a de l'acide. Ouais, mais il y a toujours des nouvelles affaires. Puis, en tout cas, une chance que j'ai ma petite base de données que je traîne avec moi parce que j'ai encore failli acheter la même BD pour une 3e fois. Parce que je l'ai acheté déjà 2 fois. Et cette Mais fois-ci, c'était... Et cette fois-ci, j'ai trouvé d'autres trucs et j'ai trouvé un truc qui m'a surpris que je pensais que c'était super vieux, mais finalement, c'est sorti l'année passée. Alien Dead Orbit, un projet qui a été écrit, dessiné par le même gars, avec un style qui m'a fait penser là, un peu aux vieilles BD européennes trash surdétaillées. Okay. Et c'est violent, c'est méchant comme toutes les séries d'Alien. Et c'est comme à chaque fois un petit plaisir tellement sympathique à lire. Mais pourquoi? C'est que j'aime ça. Pourquoi? Hein? Je sais pas, c'est de la kryptonite. Là. Pourquoi? Écoute, j'aime tellement ça. Là. Je sais pas combien j'ai pu acheter d'affaires d'Alien. T'sais, moi, là, si vous me demandez une affaire sur Alien, c'est sûr que je le sais parce que je connais même d'où ils viennent, c'était quoi les races contre quoi. T'as dû souffrir dans les derniers. La dernière affaire. Mais c'est ça qui est complètement capoté, hein, parce que quand tu lis du vieux stock de main, puis que c'est Dark Horse qui a depuis toujours les droits, là, tu te rends compte de tout ce qui avait été écrit et créé, puis tout ce qui a été mis de côté, puis que là, tu arrives, puis là, tu dis « Hey, fuck, il existait vraiment une race de grosses bébites avec une petite trompe d'éléphant. » Mais que finalement,
Tu sais, eux autres, c'était des espèces de conquérants qui s'étaient frappés aux aliens, qui épurgeaient de planète en planète, mais qu'ils épurgeaient pas pour éliminer les aliens des planètes, ils épurgeaient pour prendre la planète après. Finalement, dans Prometheus. Non, Prometheus, On a c'est tout de la enlevé merde, ça. c'est un gros casque, puis c'est On des a grands, tout, c'est des ingénieurs. Ah, c'est Eh oui, c'est Puis, Dieu. tu C'est te Dieu. donnes des leçons de flûte à toi-même Ah pour oui. douter de ta Ah sexualité. oui, oui, là. oui. C'est tellement bon. Jouons du pipeau. C'est tellement bon. Hey, moi, Mon Poison, c'est un film. Je l'avais acheté quand ça a sorti, puis je l'avais pas écouté encore. J'ai profité de mes vacances pour l'écouter. Professeur Marston and the Wonder Woman, Ah oui, j'en ai entendu parler. qui est de ça. sur le créateur donc, Ouais. de Wonder Woman, Charles Marston, qui a écrit sous le nom de Charles Moulton. OK, c'est vraiment fucké. Connaissais-tu un peu l'histoire du créateur de Wonder Woman? C'est le gars qui a créé Le détecteur de le mensonges. détecteur de mensonges. Mais savais-tu qu'il était polyamoureux? Oh, Polyamoureux, là, c'est... il y avait 2 femmes. OK. Sauf que c'est pas polygame, parce que polygame, dans le fond, t'as tes 2 femmes, puis les 2 femmes sont mariées à toi. Polyamoureux, c'est que toi, t'aimes ta femme aime ton autre femme, cette femme-là t'aime aussi, puis toi, tu l'aimes aussi. Mais c'est bien, ça. Fait que quand tu t'en vas travailler, mettons, tes 2 femmes, ça se peut qu'ils couchent ensemble, puis quand toi, tu vas revenir du travail, ça se peut que tu couches avec une. Puis ça, c'est une époque où il n'y avait pas de caméra qu'il pouvait mettre dans sa chambre. C'est là. ça. Puis ça se peut que tu... Et ensemble, ils vont aussi développer une passion pour la domination, soumission, le bondage qu'on appelle, tout le BDSM. Et il va en inclure dans les bandes dessinées de Wonder Woman dans les premiers numéros. C'est vrai qu'elle se faisait attacher tout le temps. Elle est toujours attachée Tout dans le les temps. premiers numéros. Tout le temps. Ce gars-là est un professeur de psychologie qui va se faire virer de son université parce que justement il entretient une relation inappropriée avec sa femme et son étudiante, qui est dans le fond, qui est la personnification de Wonder Woman. C'est ce qui va l'inspirer. Et lui, il va aller chez National à l'époque, qui n'est pas encore DC Ouais. Comics, et il va se vendre comme auteur de bande dessinée parce qu'il est plus capable de se trouver de job. Et lui, son idée, c'est d'implanter ses théories psychologiques dans la jeune génération d'Américains via la bande dessinée, avec le personnage de Wonder Woman. Et honnêtement, c'est un excellent film. C'est vraiment un bon film C'est sur particulier. les origines du personnage, sur la vie de ce gars-là, qui lui est décédé quand même assez jeune d'un cancer. Et ces 2 femmes ont continué de vivre ensemble pendant beaucoup, beaucoup d'années. La première est morte en 85, la deuxième est morte à l'âge de 100 ans. Il a fait des enfants avec les 2 et ils vivaient tous ensemble. Donc, les enfants de la première femme et de la deuxième femme, et tout ça vivait dans une même famille. C'est très, très, très spécial comme film. Ah, ouais. Puis, sincèrement, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le voir. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est une grosse partie de l'histoire de DC. Puis, tu viens de m'écrire qu'effectivement, on n'a pas souligné la mort de Steve Mais on va Ditko. le souligner, là. On va le signer là. c'est ça. On peut dire le créateur de Spider-Man ou le Le co-créateur? Le co-créateur de Spider-Man. Parce qu'il y a eu une petite friction entre lui Ouais. et Stan Lee. Steve Ditko, donc, qui est mort, écoute, il avait quel âge? Il était rendu à 80 Il avait sauté 90 ans. Ouais, il avait Ça a l'air 91 qu'il est ans. mort totalement en ermite, pas de famille, pas Ouais, mais lui, il a rien. toujours été comme Il a ça, toujours lui. été comme ça, effectivement, mais non, c'est le co-créateur de Spider-Man, De Doctor Strange. de Doctor Strange Mhm. aussi. Non, c'est une triste nouvelle. Puis de sa génération, il reste pas mal juste Stan Lee. Il reste Stan Lee parce que des grands et des anciens comme ça, il en reste plus. M'avez-vous beaucoup. lu cette époque-là? C'était rough, là, les Ghostwriters, puis Stan Lee qui s'était mis de l'avant-scène avec la colonne de Stan Lee présente, qui voulait pas voir le nom des auteurs, les crossettes qu'il y a eu entre Bob Kane puis Bill Finger à l'époque pour Batman, Shuster puis l'autre sur Superman, ils se sont fait fourrer Jerry plus Siegel. vie. Jerry Siegel, ils se sont fait fourrer plus vie. Écoute, C'était une dure époque. là. t'étais payé à la pièce, fait que t'avais comme pas le choix d'essayer de T'avais prendre pas de le droit dessus. sur Ah rien. non, c'était fou. Bill Finger, on commence à le reconnaître là, depuis 2016, qu'il apparaît maintenant dans les Ouais. crédits pour Batman. Le seul artiste de cette époque-là qui a été de tous les panels, c'est-à-dire auteur, scénariste, éditeur, etc., et qui a conservé la totalité de ses droits, c'était Will Eisner. Oui, effectivement. Will Eisner, c'était le seul qui s'est battu mordicus pour ses droits, et c'est lui qui a créé le roman graphique. Effectivement. en plus. Puis Kirby a eu de la misère toute Ouais. sa carrière aussi Mais avec tu sais, Stan Lee. tu parlais justement de Jerry Siegel, là, ça pour avec Superman. C'était la raison pourquoi dans Smallville, ils n'ont jamais pu dire Superman, puis pourquoi il n'avait jamais eu son costume. Il était en Ouais. plein milieu de la poursuite familiale. Effectivement. Ben, puis Finger, ça s'est réglé il y a pas longtemps quand un documentaire. Si vous n'avez pas vu le documentaire, là, Batman and Bill, allez vous louer ça sur la croisade d'un gars qui a carrément fait reconnaître à la famille Finger des droits sur la création de Batman. Hey, Bob Kane a été un enfant de chienne jusqu'à la fin. Là. Mais Il a rien voulu lui donner. c'est particulier, hein? C'est tellement un monde redoutable. Là, au Mais niveau, c'était aussi très nouveau.
Ouais. Tu sais, Bob Kane, quand il a fini le personnage avec Finger, il dit, veux-tu que j'y aille avec toi? Il dit, non, laisse-moi ça, je vais y aller tout seul. Puis en y allant tout seul, puis en signant un contrat, paf, c'était lui le créateur. Là. Fuck you, Finger, c'est terminé. Là. Tu sais, on voit ça dans le milieu de la musique. Là. Il est arrivé plein d'affaires comme ça où tu avais le nom de l'interprète principal, puis tu avais peut-être, tu sais, il y en a eu plein comme ça. Même Itchy Scratchy. OK, ça c'est notre signal pour dire que c'est terminé. Hey, salutations, puis on se revoit rapidement. On a fait un bon podcast aujourd'hui, fait qu'on va aller se reposer et on revient avec des idées. Ciao, bye. À la prochaine.